Africa Newsroom, partie 2, très attendue par nos téléspectateurs car consacrée au dossier du jour. Notre invité, l'économiste Maurice Kibangou, a hâte d'en parler, ainsi que nos deux éditorialistes, Nadia Lamarbi et Alfred Chango. Voici le dossier du jour. Le gouvernement congolais a tracé son chemin d'avenir, un projet ayant pour but d'atteindre l'émergence d'ici 2025. De grands chantiers sont donc en cours afin, nous dit-on, de rebâtir le Congo. Alors comment avance-t-il? Qui en est chargé? Seront-ils prêts dans les délais? Élément de réponse avec Franck Noudofina, envoyé spécial au Congo. Dès sa réélection le 12 juillet 2009, le président Denis Sassou Nguesso a engagé son pays sur de nouveaux chantiers infrastructurels. Après les moments de conflit que le Congo a connus en 1997, la mission de bâtir ce pays et de lui donner une nouvelle visibilité sur le plan international était devenue une priorité. Dès lors, plusieurs projets ont été mis en place pour moderniser le pays. La viabilisation de notre position de transit, le fait que le pays soit au milieu du continent, un pays carrefour entre le nord et le sud, nous avons donc un programme ambitieux et privilégié sur la construction des infrastructures. Donc notamment avec la mise en place et un développement assez extraordinaire d'un port en eau profonde à Pointe-Noire. Nous sommes en train de développer donc tous les modes de transport de Pointe-Noire vers l'intérieur du pays, notamment une route lourde qui s'est construite entre Pointe-Noire et Brazzaville et qui se prolonge dans le nord du pays, à l'extrême nord, pour et finalement finir à la frontière du Cameroun, en accord avec la République du Cameroun, et en même temps une bretelle qui rentre par le Gabon, en accord avec la République gabonaise. Moderniser le Congo et faire de l'industrialisation une priorité, voilà en somme la feuille de route définie par le premier citoyen congolais. Les travaux de la route lourde Pointe-Noire frontière du Cameroun, longue de près de 1250 km, ont déjà démarré. Dans les différentes villes du Congo, plusieurs projets routiers ont été concrétisés ou sont en cours de réalisation. Parlant des grands projets infrastructurels actuellement en cours au Congo, on évoquera sans doute le complexe sportif de Kintélé qui doit accueillir en 2015 la 11e édition des Jeux africains. Jean-François est le chef de la mission de contrôle pour le suivi des travaux de cet espace sportif qui à terme sera le plus grand de tout le Congo. Alors ici, nous sommes sur l'emplacement du futur stade qui doit être achevé pour les Jeux africains de 2015. Donc c'est un stade qui va compter 60 000 places avec des loges VIP, il y aura un certain nombre de choses. Et c'est surtout un stade qui n'est pas seulement un stade de football, qui est aussi un stade d'athlétisme. Puisqu'il y a une piste d'athlétisme, il y aura les sautoirs pour la perche, pour la longueur, enfin toutes les épreuves d'athlétisme. Et c'est un stade qui est construit aux normes CIO, Comité international olympique. Donc tous les athlètes africains qui viendront, leurs performances seront homologuées au niveau international. La modernisation des infrastructures aéroportuaires fait également partie du plan de modernisation du Congo. À Brazzaville, l'aéroport de la capitale est aujourd'hui le fleuron du pays en matière d'infrastructures. En République du Congo, le déficit énergétique est une réalité. Afin de régler ce problème et permettre aux populations ainsi qu'aux opérateurs économiques de jouir de l'énergie électrique en tout instant, un grand projet énergétique est en cours. Nous sommes à 700 km, 600 à 700 km au nord de Brazzaville, dans le prolongement de ce boulevard énergétique. Toute la partie sud entre Brazzaville et Pointe-Noire est complètement reliée. Et toutes les bretelles se font déjà, comme ici, entre cette dorsale qui va vers le nord et cette bretelle qui vient vers Djambala aussi, toujours dans les cas de l'énergie très haute tension. Dans les années 2000, la production énergétique du Congo ne dépassait pas 80 MW. Pour un pays dont la superficie est de 342 000 km², à peine 15% de la population pouvait accéder à l'énergie électrique. Aujourd'hui, avec les nombreuses sources de production qui ont été construites, le pays se trouve avec 600 MW disponibles. Sur le plan de la fourniture en eau potable, le Congo a également pensé à la construction de nouvelles usines d'eau. L'usine d'eau de Djiri a été mise en place. Les travaux ont duré 36 mois, voyez-vous, et qui se situe donc à côté de l'ancienne usine de Djiri. Vous savez qu'à Djiri, il y a deux usines. Il y a l'ancienne usine qui existait et la nouvelle que nous venons de terminer là, qui fait 5250 mètres cubes. Donc la capacité de production est le double de l'ancienne usine. Cette usine est aujourd'hui finie.
L'autre composante importante des projets d'infrastructure aujourd'hui en cours au Congo est la télécommunication. La fibre optique est en installation depuis Pointe-Noire jusqu'au nord du pays à la frontière avec le Cameroun. Il y a 9 ans, sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso, un nouveau concept a vu le jour, la municipalisation accélérée des départements. Depuis 2004 donc, la célébration de la fête de l'indépendance se déroule dans un département choisi au préalable. Ce département bénéficie alors d'infrastructures modernes pour son développement. Le territoire est un tout et les pouvoirs publics ont l'obligation de développer les territoires de manière équitable, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais l'avantage qu'amène ce phénomène, c'est qu'on ne se plaint pas quand on n'a pas encore été chez vous. Et s'il n'y avait pas ces concepts, chacun dans son département devait revendiquer les mêmes installations qu'un autre département qui aurait bénéficié. En 2013, c'est à Djambala, au centre du Congo, que le concept de la municipalisation accélérée a pris ses marques. Comme dans les autres départements avant lui, les plateaux ont bénéficié de nombreuses infrastructures modernes. Ici à Djambala, la population est très contente. Quand je vois les écoles, les infrastructures et les constructions, tout est stable, tout est en marche, la population est très contente. Aujourd'hui, à la minute, Djambala a changé quasiment sa tenue. Et c'est devenu une belle ville, les ruelles sont bien faites. Et la venue également, et dès que je suis arrivé à l'aéroport, c'était pour moi vraiment très intéressant, j'étais ravi de joie. La modernisation de la République du Congo reste au cœur des politiques du gouvernement congolais. Avec la nouvelle politique actuellement en cours, le pays s'ouvre davantage à l'extérieur. Seule question, le plan de modernisation en cours au Congo a-t-il permis la réduction de la pauvreté? Sur ce chapitre, le gouvernement congolais devrait fournir davantage d'efforts afin de renforcer le pouvoir d'achat des citoyens. La mise en place de nouvelles mesures sociales est nécessaire pour une diminution effective de la pauvreté dans le pays. Alors, il y a plusieurs points que nous allons tenter de décrypter. Maurice Kibangou, on va commencer par l'énergie. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis 2003 et depuis 2009, il y a eu des avancées, il y a eu des mutations et que encourager l'initiative privée, par exemple, a été bénéfique au Congo? Alors, moi, je ne rentre même pas dans le mode de financement de ces infrastructures, parce que c'est tellement compliqué. Mais je vais simplement vous dire que le Congo traverse actuellement une période d'euphorie. C'est-à-dire que les recettes pétrolières ont explosé. Donc, je pense que c'est le moment de penser aux choses essentielles, fondamentales pour qu'un pays se développe, pour qu'un pays progresse. Donc, d'emblée, je vais vous dire que ce n'est pas possible de pouvoir envisager le développement d'un pays avec une population pauvre. Je pense qu'en dépit de ce qu'on peut faire, il faut d'abord réduire la pauvreté. Donc je vous donne un indice important, un indicateur important, qui est même plus représentatif que les PIB, l'indice de pauvreté multidimensionnelle. Cet indice vous indique que il est très important parce qu'il met non seulement en exergue le pouvoir d'achat de la population, mais ce qu'on appelle en français les déprivations, c'est-à-dire que les choses auxquelles une population avait avant, il y a 10 ou 15 ans, dont la population n'en a plus avant. Par exemple. Notamment l'éducation, la santé. Je vous donne un exemple. À l'heure actuelle, je ne sais pas s'il est reparti, il y a un bateau américain qui est à Pointe-Noire. Mais ils ont vu tellement de malades, ils se sont demandé, mais ces malades étaient où? Est-ce qu'ils étaient au Congo? Donc les Congolais sont plus pauvres maintenant qu'il y a 20 ans, 30 ans. Et toutes ces politiques qui sont mises en place, vous êtes en train de nous dire que finalement elles ne servent pas à grand-chose, que l'on construise, que l'on électrifie, que l'on construise des routes. Un pays doit être géré avec parcimonie, avec rigueur. Quand vous enrichissez, c'est comme une entreprise. C'est le moment d'investir et faire des bons investissements. Moi, je vais bien. Mais je vous ai dit, je ne rentre même pas dans le détail du financement de ces investissements. On parle des aéroports, on parle des routes, on parle de cela. Je ne rentre même pas dans le détail. C'est financé par qui? Mais pour vous dire vrai, on ne peut pas aujourd'hui me dire qu'on prétend développer un pays quand la population
est pauvre quand la population n'est pas instruite. Je vous dis, moi, mais là, on parle d'infrastructures. Oui. Prenons le cas d'un agriculteur Oui, dans votre pays qui donc cultive des produits et qui voudrait les vendre. Donc il faudrait pour cela qu'il y ait des routes. Donc si l'on vous dit qu'il y a des chantiers qui sont en cours pour développer justement les accès entre le nord et le sud ou vers Pointe-Noire ou Brazzaville, vous ne pouvez être que d'accord finalement. Je ne peux être que d'accord, mais je vous donne quelque chose de très important. Depuis très longtemps, l'épine dorsale de l'économie congolaise, c'était le chemin de fer Congo-Océan. Vous savez comme moi que c'est le chemin de fer le plus accidentogène, peut-être de l'Afrique, je ne sais pas, peut-être pas du monde. Chaque année, il y a des accidents. Quand on construit quelque chose, il faut aussi réhabiliter l'existant. Mais pour réhabiliter ce fameux chemin de fer Congo-Océan, il faudrait investir 110% du budget annuel du Congo. Oui, mais encore, je ne rentre même pas dans les détails, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est important de rentrer dans les détails tout de même, parce que le fait est là, ce chemin de fer date de 1934. Tout à fait, mais oui, mais un investissement se fait à long ou moyen terme. On ne dit pas que dans un budget, dans un an, on va réhabiliter tout le chemin de fer. On peut le faire en 10 ans, 15 ans, mais c'est essentiel. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était l'épine dorsale de l'économie congolaise. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, ils peuvent être délaissés au profit d'autres infrastructures. Alors, on va prendre l'avis également de nos éditorialistes. Alfred, alors. Oui, d'accord. Bon, il y a un certain nombre de choses que Kibangou vient d'évoquer qui sont intéressantes. Mais je voudrais d'abord mettre au crédit, justement, du gouvernement congolais cet effort de reconstruction des infrastructures. Ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est-à-dire, effectivement, les voies de communication, c'est pénalisant. S'il n'y a pas de route, le chemin de fer, effectivement, le CFCO, je crois que dans le projet, les grands travaux, c'est prévu aussi, hein, la remise en état de ce chemin de fer-là. Mais déjà de permettre le décloisonnement des régions, des départements, c'est une bonne chose. Parce que ça favorise l'économie intérieure, l'économie nationale. Ça, c'est une première chose. Effectivement, il y a des carences. Si vous allez à Brazzaville aujourd'hui, vous le voyez, il y a des problèmes d'eau qui se posent à Brazzaville depuis toujours, question de salubrité qui se pose. Et là, on peut poser la question au maire de Brazzaville, hein, pour savoir qu'est-ce qu'il fait, l'hôpital universitaire, etc. Exactement. Donc, il y a encore des choses à faire. Je peux dire, peut mieux faire. C'est-à-dire, à côté des grands investissements, il faut penser justement au quotidien des gens. Et si ce quotidien n'est pas bon, les infrastructures peuvent être là assez représentatives, mais ne signifient rien, justement. Au fond, pour ceux qui ont faim, ce qu'ils attendent, c'est qu'effectivement, ils puissent pouvoir manger, que le fonctionnaire soit payé, que les enfants puissent être scolarisés, que quand on tombe malade, on puisse être soigné. Toutes ces choses-là, je pense qu'il y a des efforts à faire dans ces sens-là. Alors, le problème du Congo-Brazzaville, mais comme de la plupart des pays africains, c'est de toujours croire qu'il faut d'abord investir dans des grandes infrastructures en oubliant l'essentiel qui est l'agriculture. Si on focalise sur l'agriculture pour que les gens mangent, hein, dans toute sa diversité, alors les infrastructures peuvent signifier quelque chose. Donc, peut mieux faire. Peut mieux faire. Nadia, alors, selon Alfred, effectivement, la priorité, parce qu'il faut hiérarchiser, la priorité, c'est l'agriculture. Et d'après vous? La particularité du Congo, quand même, c'est d'être un pays très étendu. Et que c'est... Vous confondez la RDC. Oui, mais... Brazzaville, il n'est pas du tout grand. Mais justement, l'idée, c'est dans sa superficie, d'être capable de construire un réseau routier qui puisse être efficient. Et là, en l'occurrence, on voit bien que le pays est très en retard sur les infrastructures routières. Donc, quel que soit en fait le pays, si on n'est pas capable d'aller du nord au sud, de toute façon, il se pose un problème. Mais j'en reviens à ce que vous disiez. Je suis vraiment en accord avec ce que vous avez dit au début, c'est qu'on ne peut pas développer un pays avec une population pauvre. Seulement, tout se tient à la main. Tout se tient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une population éduquée si cette population-là ne mange pas à sa faim. On ne peut pas manger à sa faim si, en effet, l'agriculture n'est pas assez productive pour pouvoir alimenter l'ensemble de la population. Et on ne peut pas avoir une agriculture productive si on n'a pas aussi des débouchés, des lieux de débouchés. Donc tout se tient à la main. Sur la priorisation des choses, moi,
sincèrement, à regarder le projet, moi je l'ai trouvé très bien fait. Et la planification est essentielle dans ce type de pays. On a besoin de planifier les choses à moyen et à long terme. Et là, pour le coup, il y a eu une réflexion sur la planification. Ils en sont encore à un stade, on va dire, à la phase 1 de leur planification. Je pense que ça ne peut qu'aller de l'avant. On peut constater les échecs du passé, on peut constater les retards et on peut constater qu'en effet, après la guerre, il y a eu beaucoup de défaillances. Mais à un moment, il faut aussi regarder en avant. Et regarder de l'avant, c'est aussi construire des projets à moyen et à long terme. Monsieur Kibangou. Oui, mais je pense que dès le début, quand on fait un projet, il faut d'abord faire le diagnostic, chercher à comprendre pourquoi le pays est dans cet état, pourquoi il y a tellement de gens pauvres alors que le pays s'enrichit, pourquoi on ne peut pas résorber la pauvreté rapidement alors que le pays est riche. En fait, je vous dis, c'est un terme économique. Le Congo est sous l'effet du syndrome hollandais. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un afflux massif de devises, on abandonne des secteurs importants comme l'agriculture. Donc ce phénomène s'est remarqué non seulement en Hollande, mais même au Nigeria. Malgré les 2 booms pétroliers, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il y a eu non seulement l'augmentation des prix des denrées premières, en plus les exportations agricoles ont considérablement baissé. Parce qu'on abandonne ces secteurs-là. Moi, quand j'étais tout petit au Congo, le slogan depuis très longtemps, l'agriculture, priorité des priorités. Et je vous dis qu'aujourd'hui, dans la construction du PIB du Congo, l'agriculture n'apporte que 3%. Je vous dis 3%. Donc, je pense que c'est surtout cela. C'est bien beau de faire des slogans, mais comment est-ce qu'on peut encourager l'agriculture? L'agriculture a été délaissée simplement parce que les produits pétroliers, vous le savez peut-être, 80% des recettes d'exportation du Congo vient du pétrole. Et même l'industrie, le secteur industriel hors pétrole ne représente que 5%. Vous vous rendez compte? Donc je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Il faut plutôt prioriser l'agriculture. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, quand j'étais tout petit au Congo... Donc aucun effort n'est fait en la matière pour améliorer la situation. Effectivement, parce que les produits pétroliers sont tellement important et avec cet afflux massif, qu'est-ce qui se passe? Il y a la corruption. Et même, je vous parle d'un élément très important, l'actionnariat populaire n'est pas encouragé, ce qui fait qu'il n'y a pas de capitaines d'industrie locaux. Parce que, d'après les autorités, ils croient que encourager le secteur privé, c'est faire des cessions des industries publiques aux capitaux étrangers. Non, c'est faux. Mais pour recentrer, effectivement, parce qu'il y a plusieurs problématiques, mais pour recentrer le débat sur ce projet-là, sur les infrastructures qui sont en train de se développer, on va prendre certains exemples. Alors, il y a la modernisation aussi des infrastructures aéroportuaires. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Il faut savoir que ça fait partie du plan de modernisation, parce que ça fait partie des urgences aussi, parce qu'il y a eu quelques catastrophes, on se souvient les années passées. Oui, mais je suis d'accord. C'est vrai qu'il faut des infrastructures. Moi, depuis très longtemps, je l'avais toujours dit, il y a un grand aéroport qui est construit au nord, qu'on appelle l'aéroport de Lombo. C'est un grand aéroport international. Donc, il n'y a pas longtemps qu'ils sont réhabilités, celui de Maya, donc, qui est à Brazzaville. Mais je pense que dans un projet de développement, vous imaginez qu'on aille construire un aéroport de la dimension de Roissy dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Je vous donne un exemple. Parce que c'est bien beau, mais c'est de cette dimension, qui est-ce qui va atterrir là-bas? Ça va nous apporter. Quels sont les réels effets d'entraînement? En économie, c'est très important. Peut-être transformer cet aéroport en hub, c'est ce que souhaitent beaucoup de capitales africaines, ainsi attirer des investisseurs qui pourraient contribuer justement à développer l'économie congolaise. Oui, mais il y a ce qu'on appelle, comment dirais-je, qu'est-ce qu'on peut y installer pour que ça attire les investisseurs dans ce secteur? Voilà, ou je dis dans cet environnement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de priorités. Comme j'ai dit, la réduction de la pauvreté, l'éducation. Je vous donne encore un chiffre important. Comment voulez-vous comprendre qu'on puisse préparer une jeunesse à affronter les défis de la mondialisation alors que 1,8% du budget congolais qui est consacré à l'éducation? Vous imaginez? Je ne vous donne même pas le chiffre du budget qui est consacré à l'importation des armes. Je ne vous le donne pas parce qu'il est scandaleux. Mais vous imaginez 1,8% consacré à l'éducation. Comment voulez-vous préparer votre jeunesse à affronter les nouveaux défis? Ce n'est pas possible. Nadia, vous acquiescez. Jusqu'à là, nous sommes d'accord. Mais c'est vrai que pour en revenir aux infrastructures,
en fait, on sent bien qu'il y a un problème sur même la conception de développement intégré, parce que c'est les nouveaux concepts, c'est développement intégré, on intègre toutes les dimensions d'un problème et on essaye de traiter toutes les questions en même temps. Là, on voit bien que traiter toutes les questions en même temps pose problème. En effet, il y a des retards. Ces retards ont des raisons. Ces retards ont des raisons historiques, elles ont des raisons liées beaucoup aussi à la corruption et assez au détournement. Un pays, au fond, plus son sol est riche et plus il a des problèmes. On a l'impression qu'en fait, le problème principal du pays, c'est d'être riche, d'avoir des sous-sols riches. Et là, en l'occurrence, il y a un moment où Vous trouvez qu'un pays comme le Burkina Faso, par exemple, qui a beaucoup moins de ressources, s'en sort mieux qu'un pays comme le Congo? En tout cas, peut-être que pour construire, pas nécessairement. à long terme, je pense effectivement que on peut reprocher commence au gouvernement congolais à tout, hein, mais il faut reconnaître qu'on a besoin des infrastructures. On en a vraiment besoin. Alors effectivement, il y a la question de la programmation à moyen, à court et puis à long terme. Ce qui est en train d'être fait là, les grandes infrastructures, ce sont des visées plutôt à plus long terme, c'est-à-dire les effets induits ne sont pas immédiats. Ça n'est pas une mauvaise chose. Effectivement, si on peut articuler sur la promotion de l'école ou la revalorisation de l'école, la santé et l'agriculture, ça serait un plus. Alors nous arrivons au terme de ce débat. Nous allons à présent rappeler les principales informations que nous avons traitées en première partie d'émission. L'audience de Laurent Gbagbo devant la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale s'est déroulée ce mercredi à La Haye, aux Pays-Bas. Il était question d'une éventuelle mise en liberté provisoire de l'ancien président ivoirien qui n'a pas assisté à cette audience. Sujet d'un autre ordre, en Guinée équatoriale, les élections municipales, législatives et sénatoriales ont eu lieu au mois de mai. Les membres de la première législation ont effectué leur rentrée. C'était en présence du président de la République, Teodoro Obiang Bazogo, qui leur a apporté son soutien. Dans quelques minutes, nous parlerons de mines, d'énergie, de barrages hydroélectriques. Tout cela est à suivre dans l'Africa Newsroom. À tout de suite.